reject. You don't know me. I'm going out tonight. Notre association existe depuis 2015. Nous l'avions créée suite à un projet de création d'une usine d'arrobage à chaud dans un petit hameau de la commune de Châtron à Lepuy. En sortant de la réunion, sur le trottoir, je vous mens pas, on s'est réunis dans le café d'à côté et on a créé une association. Tout le monde nous a dit, vous n'y arriverez à rien. C'est le pot de fer contre le pot de terre. À l'époque, c'était contre AP2R. Eh bien, nous étions tous d'origine, de milieux sociaux différents. Nous ne nous connaissions pas. Eh bien, nous avons gagné au tribunal administratif en 2019. C'est pour ça que je vous dis, battez-vous. C'est possible. Peu importe les gens qui vous disent ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas le faire, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les compétences, ça s'acquiert. Là, cette année, notre association, nous ne l'avons pas dissoute. Pourquoi? Parce qu'on avait un capital en trésorerie qui n'a pas été utilisé parce qu'ils n'ont pas été en appel. Donc, on est une petite poignée à dire, on fait subsister la sauce. Ça pourrait servir plus tard. Et vous voyez, ça sert plus tard parce que maintenant, on est contre les éoliens parce que c'est juste Poligny, sous Bagnols et ça touche le puits. Votre note euphorique et un peu naïve m'oblige à vous dire quand même que j'ai été maire adjoint quand même plus de 30 ans. J'ai participé à l'autre poste d'abord et au PLU après. Et vous croyez que les maires s'intéressent au territoire? Vous avez la chance d'en avoir un alors, parce que c'est le patrimoine. Bon, tu m'as dit. Ah, d'accord. Je ne vais pas être long parce que je ne suis pas du tout technicien. Simplement, je voudrais répondre à ce monsieur. Parce qu'il faut que je vous mette un peu vos connaissances à jour, monsieur, vous m'excuserez. Quand vous dites que les maires ne s'intéressent absolument pas à la question des éoliennes, il ne faut pas vous laisser dire ça. Vous avez voté pour à la commission? Non, je suis absolument contre les éoliennes, et tout le monde le sait. Si vous voulez bien me laisser terminer, je vais vous expliquer. Je fais partie, comme monsieur le maire de Poligny, monsieur Geneviève, qui est un fin connaisseur en réalité des questions d'énergie. Je fais partie de la communauté de communes Gâtinais-Val de Loing. Tout ce qui est, on va dire, à l'est du plateau qui commence à Château-Landon est constitué de communes dont les maires sont absolument contre les éoliennes. Et nous le faisons savoir de la façon la plus claire et la plus vite. Donc je ne veux absolument pas que vous disiez des choses pareilles, parce que c'est complètement faux. Voilà, monsieur. Nous sommes ici aujourd'hui car les propriétaires fonciers à Chopry, résidents ou non à Chopry en Semaine, ont été démarchés par la société CEPAL depuis avril dernier. Société spécialisée dans le photovoltaïque, l'implantation d'éoliennes, voilà, principalement. Depuis cette première information, nous savons que deux autres sociétés démarchent également les propriétaires des communes de Daine et de Bocage, et peut-être d'autres communes, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, au niveau du conseil municipal, suite à ces événements,
nous avons décidé, nous avons proposé une délibération de vote pour exprimer son refus catégorique à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de Chevry. Et la délibération a été adoptée à l'unanimité des élus. Bien entendu, cette délibération. Ensuite, je fais un petit rappel des zones d'accélération des énergies renouvelables. Les élus du conseil municipal de Chevry-en-Sorel ont adopté le 21 février 2024 la cartographie municipale définissant les zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables. Seul un zonage de photovoltaïque a été défini. Le PLU qui a été adopté par le conseil municipal en date du 5 novembre 2020. Le plan rappelle notamment la présence d'une arc qui est classée, qui se trouve dans le secteur des parcelles retenues par CEPAL pour ce projet éolien. Donc bien entendu, c'est quelque chose que l'on a mis en avant, puisque pour nous, évidemment, c'est un point très important de notre site. Tout ce qui est en rouge, c'est des zones donc, qui sont à 500 mètres des habitations. Et a priori, si on a bien compris, ce sont des zones où il n'y aurait pas d'implantation d'éoliennes. Par contre, vous avez tous les secteurs ici, comme ça, notamment ici, à 1000 mètres, qui pourraient être impactés. Alors je dis bien pourrait parce qu'évidemment, on n'a que ces informations par les habitants, par les propriétaires. Donc voilà, on reste prudent malgré tout. Mais ça fait quand même des surfaces très importantes. Tout ce qui reste en gris. Voilà, ce qui reste en gris. Donc ici, Chevry-en-Sorel, Lorel, Vaud, Vibéon, Cherbois, Plaine. Donc vous voyez que le territoire est vaste et il y a vraiment de quoi faire. Donc nous sommes relativement inquiets par rapport à ces cartes qui nous ont été remises de façon un peu gentiment par les propriétaires pour nous montrer un peu le développement envisagé. Et c'est pour ça que, en fin de compte, on a souhaité tout de suite vous réunir, vous informer de ce qui se passe pour que l'on puisse éventuellement mettre des actions en place et obtenir votre soutien. Nous protégeons notre village, notre secteur, donc c'est bien que vous soyez tous là. Je vous ai fait un rappel rapide de l'éolien terrestre, des notions de la consommation, de la production. C'est assez rapide. On voit que pour l'instant, la production éolienne est à 10,5 de la consommation électrique française en 2024. Mais bien sûr, il y a tous les parcs en cours de préparation qui se rajoutent, donc on ne sait pas vraiment où on est au jour d'aujourd'hui. Alors l'éolien en Ile-de-France. Au 31 mars, vous voyez que l'Ile-de-France est une région qui n'est pas très touchée par l'éolien. Nous avons 16 installations, 146 MW, alors que dans les Hauts-de-France et le Grand Est, vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus importants. Alors pourquoi la Seine-et-Marne parce que pour l'instant déjà, au 31 décembre 2024, la production, la puissance éolienne est de 57 MW pour la Seine-et-Marne. Donc quand on se rappelle le tableau précédent, on se rend compte que la Seine-et-Marne a déjà beaucoup contribué. Ensuite, la contrainte d'éloignement des habitations, les 500 mètres minimum, rend de fait 68% de la surface de l'Île-de-France incompatible avec l'installation d'éoliennes. Vous verrez après, je vais vous montrer une carte qui va vous montrer tout ça. Et c'est cette carte du gisement éolien en Île-de-France qui démontre que la surface compatible avec l'installation d'éoliennes se situe essentiellement en Seine-et-Marne. Le schéma régional éolien de 2012, dès 2012, identifiait déjà le sud Seine-et-Marne comme une zone favorable à l'implantation d'éoliennes. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Et le sud Seine-et-Marne, pourquoi le sud Seine-et-Marne? Parce qu'il ne présente pas de fortes contraintes, essentiellement aéronautiques et patrimoniales, comme à Provins ou à Fontainebleau. Ça arrive sur le sud Seine-et-Marne. Voilà. Alors, pourquoi Chevry-en-Sorel? Je pense que c'est à peu près les mêmes conditions. Parce que le village et ses hameaux sont situés sur le plateau du Gâtinais, donc un petit peu plus haut, il y a du vent. Parce que son habitat est dispersé, on a beaucoup de hameaux, et entouré de vastes terres agricoles cultivées susceptibles d'accueillir des éoliennes. Je crois que quand on est dans les hameaux, on voit bien qu'effectivement on a toutes ces terres cultivées autour.
Parce que le territoire communal a été classé par les services de l'État en zone de moindre contrainte, enjeu 4, moindre contrainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va empêcher un parc éolien. Voilà, donc ils vont en tenir compte, comme la ligne à haute tension par exemple, ou la marque, mais c'est ce qui a été défini par l'État en foncé, et vous voyez que ça rejoint Grand Conseil est au milieu, Villefranche, je pense que vous retrouvez à peu près là, elle n'est pas très claire, mais je pense que vous retrouvez. Donc les zones en foncé, je pense que ça correspond à la carte qu'on a vue tout à l'heure, à peu près. Voilà. Donc pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose sur le projet éolien, ce qu'on disait Madame Randin tout à l'heure, à part que les propriétaires terriens auraient signé avec la société CEPAL, et qu'un projet équivalent se prépare sur du Logis, voire même sur d'autres communes aux alentours. Mais nous savons que les éoliennes récentes sont beaucoup plus hautes et peuvent maintenant dépasser 230 m², voire 250, car on le dit partout, plus on est haut, plus les vents sont forts et constants, donc c'est leur intérêt. Il y a d'autres solutions en matière d'énergie renouvelable, on l'a vu ici sur la commune de Chauny, puisque le conseil municipal a défini des zones photovoltaïques lorsqu'il a défini ces zones d'accélération. Alors si le projet aboutit, il faut s'attendre à l'implantation d'éoliennes d'une hauteur de plus de 200 mètres à proximité immédiate de nos hameaux, et malgré cette taille de plus en plus importante des éoliennes, la distance d'éloignement entre les installations et les habitations reste toujours fixée au minimum à 500 mètres. Cette distance a été fixée en 2011, quand les éoliennes étaient beaucoup plus petites. Il y a que les nuisances sonores sont certainement possibles. Récent, qui reconnaît un préjudice de dépréciation immobilière avec perte de valeur entre 20 et 40%, alors que c'est un dossier, alors pour des maisons situées entre 500 mètres et 1300 mètres du parc éolien, ne comportant que 3 éoliennes de 118 mètres de haut. Ces éoliennes sont bien à l'origine de tous leurs maux. Christelle et Luc Faucart ont été victimes de vertiges, d'insomnie, d'acouphènes, des troubles sur leur santé que vient de reconnaître la Cour d'appel de Toulouse. C'est un vrai soulagement, c'est bien que c'est reconnu parce qu'on a vécu longtemps à côté de ces machines. Personne ne nous croyait que ça venait de ces machines-là et du coup les dossiers qui étaient montés, c'était bien monté et ça montrait bien que ça venait des éoliennes. Les exploitants ont été reconnus responsables des troubles anormaux de voisinage et condamnés à verser plus de 110 000 € de dommages-intérêts. Le tribunal s'est appuyé sur une expertise médicale qui établit notamment les conséquences des infrasons sur la santé. Les opérateurs éoliens savent très bien que les éoliennes produisent des sons de basse fréquence et des infrasons. Mais on se garde bien de les mesurer, on se garde bien de fixer une norme sur ces questions, et c'est là un sujet important. L'humain reçoit tous ces sons, il ne fait pas de distinction, nous n'avons pas de filtre pour recevoir seulement une fréquence. Nous recevons l'ensemble des fréquences et elles agissent toutes sur notre organisme. Les 6 éoliennes ont été implantées en 2008, la première à 700 mètres de la maison du couple. Au fil du temps, les troubles s'accentuent, ils décident alors de quitter leur domicile en 2015. Malgré de multiples alertes, personne ne se préoccupe de leur sort. Leur avocate espère que ce jugement fera bouger les lignes. Ça pose la question de la distance d'implantation des parcs éoliens par rapport aux riverains. Et puis surtout, je pense, aujourd'hui accepter que des personnes puissent souffrir de ces syndromes, d'écouter leurs souffrances et de trouver une solution avec les services de l'administration et les exploitants. Pour le couple, il s'agit bien d'une victoire, même si les éoliennes continuent de tourner. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout ce que l'ADEME a pu prescrire. Voilà. Ensuite, je termine par ça. Donc, même si effectivement aujourd'hui la justice commence à reconnaître les préjudices des riverains, doucement, mais bon voilà, on y va. Rien n'est gagné d'avance. C'est ce que je voulais vous passer comme message aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui nous avons un projet de parc. En tous les cas, il y a un démarchage actif pour un projet de parc dans notre secteur. J'espère que grâce à vous tous, on va réussir à ce que ça ne se fasse pas. Je l'espère, je compte sur vous. On arrive à faire une éolienne et à l'installer quelque part. Elle est une sorte de rouleau compresseur qui avance, il est vrai, avec la complicité, ma foi, d'un
un certain nombre, je ne vais pas dire de l'État, je vais dire plus précisément, le plus souvent de l'exécutif. Et donc les conseils municipaux, les maires, se sont de plus en plus confrontés à cette question-là, et nous on vient, en association, essayer de les aider à y voir clair. Je vous donne un exemple. On avait une carte tout à l'heure. Cette carte définit les zones, soi-disant, potentiellement, etc. Il faut savoir comment a été faite cette carte. En fait, c'est purement de l'approche géographique et arithmétique. Il n'y a pas de sens là-dedans. C'est pour ça que quand ils arrivent à des zones qu'ils disent favorables, elles sont favorables sous réserve d'enjeux et sous réserve d'enjeux locaux. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux touristiques, patrimoniaux et de loisirs. Or, ces enjeux-là, ils ne sont pas sur les cartes. Et il faut les définir. Et c'est aux conseils municipaux, aux communautés de communes, de définir ces enjeux-là de manière à dire eh non, nous ne pouvons pas ici avoir d'éoliennes. Parce que nous avons un GR qui est fréquenté parce que nous avons une voie parce que nous avons un ensemble de bâtiments etc. Alors je vais vous donner un simple exemple. Vous imaginez que quelqu'un vous dise que vous possédez quelque chose qui vaut 2400 € et qu'il est prêt à vous donner 240 000 € pour que vous puissiez, pour qu'il puisse l'utiliser. Vous dites, il va me donner 240 000 € pour un truc qui vaut 2400 €. Il y a un coup là, il y a quelque chose. C'est exactement ce qui se passe avec les propriétaires. En fait, on a besoin d'un quart d'hectare pour construire une éolienne. Si l'hectare a une valeur en termes de terre, il faudrait qu'il y ait une valeur astronomique très forte, on va dire 10 000 € l'hectare, un quart d'hectare, 2400, 2500 €. On loue une éolienne, on loue l'espace à peu près 1000 €, 500 € parfois plus, pour le propriétaire et l'autre pour l'exploitant. Grosso modo, sur 20 ans, ça donne 240 000 €. Pourquoi ces gens-là vont s'embêter avec un bail amphithéotique à faire signer des propriétaires et des exploitants pour des choses qui vont rapporter 240 000 € en tout, sur 20 ans, alors que la valeur vénale, c'est 2400 €. Ben, c'est simple. C'est parce qu'on ne sait pas comment les démontrer. On ne sait pas comment on va faire. Or, une fois le bail accompli, ou la société exploitant en faillite, c'est le droit du propriétaire qui vaut à ce moment-là. Et à ce moment-là, le propriétaire, il se retrouve avec un machin, une semelle, un mât. Alors, il dit, ouais, mais je m'en fous, moi j'ai démontré oui. Mais dans le bilan de sa succession, ça interviendra. Ça sera mentionné au passif, c'est une dette. Je regardais votre église, on vit dans un beau village. Et dans ce beau village, si on veut qu'il soit fréquenté, que les gens s'y installent, qu'on y fasse des enfants, qu'il y ait une école, etc., il faut que ce village vive et soit attractif. Et donc c'est pour ça qu'il faut défendre l'attractivité résidentielle et touristique, le cadre de vie du village. Et ça, c'est une bonne réponse, parce que l'agriculteur, lui, avec qui vous discutez à ce moment-là, lui se rappelle d'il y a 30 ou 40 ans, avec la désertification, voilà, où les gens partaient, et il voit qu'il y a eu des générations nouvelles qui se sont implantées, et qui ont partagé aussi, qui ont apporté leur richesse, et les gens, les agriculteurs, ont apporté la leur dans la survie du village. C'est ça un village de Paris, c'est une mixité permanente. Les dimensions vont de 100, donc actuellement de 230 mètres à 250 mètres, on l'a dit. Les socles font 1500 tonnes de béton armé, enfoui donc dans la terre. Les mâts font 300 tonnes d'acier. Le rotor, c'est la partie donc, il y a 400 litres d'huile, donc éventuellement de la pollution pour les terrains environnants, et 2 tonnes de terres rares, qui viennent de Chine, bien sûr. Les pales font environ 90 mètres ou 100 mètres même maintenant, et ils font 90 tonnes de matériaux composites qui ne sont pas recyclables, c'est pour ça qu'on les enterre généralement en Afrique. L'éolien, qui a une intermittence, qui a beaucoup de défauts, qui est donc non stockable, peu
peu transportable, qui n'est pas pilotable et non écologique, nous verrons, et qui revient très cher. Une énergie intermittente et non stockable. Oui, l'éolienne ne produit qu'à partir d'un vent supérieur à 20 km/h, atteint son rendement maximum à 50 km/h, qui reste après stable, même si le vent augmente, et jusqu'à 90 km/h où on les arrête pour des raisons de sécurité. Or, une loi physique fondamentale pour l'électricité oblige, et ça c'est très important, en permanence à ce que la production soit toujours égale à la consommation. Et toujours que ce soit absolument égal. S'il y a un tout petit décalage, immédiatement, il y a ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire une panne générale. C'est ce qui s'est passé en Espagne récemment. Photovoltaïque, ils ont aussi beaucoup d'éoliennes. On produit énormément à midi, où personne, cette heure-là, cette saison, n'utilise vraiment d'électricité. Et donc il y a une répercussion, un blackout qui s'est répercuté jusqu'au Portugal et en France. Donc, lorsque le vent ne souffle pas, ou insuffisamment, la production d'électricité éolienne descend. On est obligé de produire une électricité équivalente très rapidement, avec une source souple d'utilisation qui ne peut être que le thermique à gaz, les centrales à gaz, ou à charbon, comme c'est le cas surtout en Allemagne. Car le nucléaire n'a pas sa faculté de pouvoir réagir rapidement, effectivement. En réalité, l'énergie éolienne est donc coémettrice de gaz à effet de serre, puisque indirectement, quand il n'y a pas suffisamment d'électricité, donc de vent, donc d'électricité, on est obligé donc de faire appel à ce gaz, plus ce charbon. Donc indirectement polluante, puisque c'est du charbon ou du gaz, et coémettrice de combustibles fossiles, donc indirectement non renouvelables. Avec 10 000 éoliennes actuellement installées, l'éolien ne produit pour autant que 6% de nos besoins. En clair, pendant 1 jour et demi par semaine, le vent produira de l'électricité, pas forcément au bon moment. Mais les 5 jours et demi restants, il faudra obligatoirement une énergie de substitution polluante. C'est ce qu'on a vu avec le gaz. Alors maintenant, comme on n'a plus de gaz, ce sont les Allemands, pour la petite histoire, effectivement, qui sont derrière ça, qui ont dit, nous on a du gaz russe qui vient, on va le distribuer à l'Europe, on va s'en mettre plein les poches, et on va leur vendre en plus des éoliennes, etc. Et finalement, avec la guerre de l'Ukraine, ce robinet, Nord Stream, etc., ont été découpés, et maintenant c'est du gaz liquéfié des États-Unis, Trump se frotte les mains, qui arrive en France pour justement compléter cette déficience de vent. L'investissement par éolienne de 3 à 5 millions pour une puissance de 3 à 5 mégawatts. On arrive autrefois sur Aigroville, il y a plus de 15 ans, 20 ans, au début c'était 1 mégawatt par éolienne. Maintenant on arrive à 3, et même 5, c'est ce qui est le cas. 5 à 6, ça fait 30 mégawatts pour Mondreville, Gironville, pour Poligny et Bagneux et Soupe. Donc vous aurez également le maximum. Ce qui veut dire que comme généralement un projet éolien, entre le démarchage des propriétaires, comme c'est le cas actuellement, et la mise en route, l'acceptation par le préfet, etc., la mise en route des éoliennes, il y a 5 au plus court et à 7 ans. Donc c'est pas aujourd'hui. Mais il y aura peut-être des recours avec les associations, les communes, etc., qui vont ralentir tout ça. Mais donc, ce qui veut dire que ces éoliennes qui font actuellement 230 mètres, 250 mètres, vont peut-être faire 300 mètres. Ce ne sera peut-être plus 5 mégawatts, mais 8 comme les éoliennes actuellement en mer. Donc, il faut être très attentif à ça. Alors, quelle nuisance à craindre? Il est bon de rappeler que l'éolien industriel est depuis 2011 une installation classée protection environnement, ce qu'on appelle ICPE, comme c'est les eaux, etc., à un moindre niveau, bien évidemment. C'est un classement pour installation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Tout est donc avoué dès sa définition. Les mairies sont harcelées, les propriétaires sont harcelés, etc. C'est une raison. Ça agit bien sûr sur le problème de la santé, sur le psychisme, car on artificialise le
paysage. Les gens disent on ne se sent plus chez soi, ce n'est plus la campagne où nous sommes venus nous retirer, se plaignent les habitants. Les pales, les 3 pales à feu de roue passent devant le mât. C'est comme l'hélicoptère, donc les pales, l'hélicoptère passe devant la queue, ça le prend. L'extrémité des pales va quand même à 300 km/h. On verra tout à l'heure le problème avec les oiseaux entre autres. Donc ça va très vite. Oui, la santé, j'en parle encore, on parle d'un syndrome, il a été fait donc un syndrome éolien, qui est donc l'éolienne. Et alors je reviens sur les infrasons, sur ces sons qu'on n'entend pas, les rayons X, eh bien ces infrasons traversent les murs, etc. Donc vous pouvez avoir le métrage mur et les infrasons, on les entend, on les subit jusqu'à 15 km. À 80%, il y a une perte d'habitat pour les oiseaux. Mortalité par collision. Ce n'est pas les collisions, le hachoir qui représente ce bout d'éolienne, du moins des pales. Ce qui est plus important, c'est que les oiseaux s'en vont ailleurs, bien évidemment. Comme les humains, ils ne veulent plus entendre et ils partiront de vos campagnes. Donc plus de chasse. Les animaux, également avec des vibrations dans le sol de plus bas, s'en vont à au moins 500 mètres à l'entrée. Il y a une baisse du tourisme local, bien évidemment, artificialisation irréversible des paysages, comme on l'a dit, donc c'est la fin du tourisme d'hiver. Les éoliennes, 260 000 €, 5 MW, ça rapporte 14 000 € par an de location, pas d'achat, de location à chaque propriétaire terrien, qui, s'il a un exploitant agricole, il n'exploite pas lui-même, se partage la poire en deux. C'est de construire des usines à gaz. Les usines à gaz, ça ne le fait plus. On est obligé, plus il y a d'éoliennes, plus on est obligé à chaque fois. Vous avez bien vu que quand une éolienne ne marche pas, il faut compléter avec exactement la même puissance en thermique à gaz ou charbon. L'éolien, pour terminer, coûte déjà 200 milliards, a coûté déjà 200 milliards à la France. On veut doubler le nombre d'éoliennes, alors qu'on a du mal à trouver les 40 milliards là, pour faire un petit peu l'économie. Vous voyez, on marche sur la terre. Donc mécaniquement, la commune, effectivement, je termine par ça, va avoir 20% de ce qu'on appelle l'IFER, une taxe, mais va avoir l'entretien des accès, ce sont des petites routes, des petits chemins par lesquels passeront ils les feront eux de 6 mètres de large, mais c'est à la commune donc de les entretenir. Et je voudrais revenir sur une chose qui a été dite tout à l'heure par cette dame qui disait nous, mon cœur, d'accord, on a compris, nos châteaux, c'est pas le château Versailles. Mais le patrimoine de nos campagnes, le patrimoine rural de nos campagnes, c'est nos églises, c'est nos petits châteaux, c'est parfois nos grands châteaux, mais c'est aussi nos paysages. Enfin, on est venu à la campagne, pour ceux qui y sont venus, pour habiter à la campagne, pas pour habiter en ville. Les agriculteurs qui sont restés, qui ont, contre vents et marées, continué à entretenir leurs terres pendant des décennies et des générations, ils ont un attachement à cette campagne, ils l'ont sculptée. Alors c'est vrai que derrière on a eu l'expansion de l'agriculture, etc. Mais il y en a beaucoup qui continuent à se poser cette question, qu'est-ce qu'on va faire avec notre avenir, avec notre agriculture, comment... Voilà. On est sur des projets de ruralité. Et ces projets de ruralité, il faut les défendre. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Là, effectivement, il y a un PNR du Gâtinais français au sud 91 et qui borde le 77. Il y a un parc éolien qui se met devant. Le PNR du Gâtinais français, dans cette région-là, a décidé de rejoindre le recours de l'association locale. Mais le propriétaire est contre les éoliennes. Il y a de la chance. Alors, le projet est dans le 77, mais c'est effectivement. Donc, c'est une question, qui doit nous toucher intimement, c'est-à-dire c'est une question de c'est quoi notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est... on a vu par exemple un promoteur qui récemment dans un recours nous disait bah, vous avez pris des photos depuis l'abord du village, ça n'est pas un lieu de vie. On a répondu, mais attendez, c'est là que les gens vont faire leur footing, vont promener leurs chiens et font leur promenade le soir autour du hameau. Et c'est là qu'ils se rencontrent et qu'ils causent.
C'est la vie d'un village, la vie d'un hameau. C'est fait de petites choses comme ça. Voilà, c'est pas les vies où on est dans les immeubles de Paris, on ne connaît pas son voisin, etc. Moi, je serai très court. D'abord, parce que bon, la dame est partie, sinon je pense qu'elle pourrait fâcher dessus. Mais moi, j'ai toujours été contre les éoliennes. Depuis 30 ans, je suis élu. Donc, c'est pas parce qu'elles sont sur le territoire de la communauté de communes. Je suis effectivement président de la communauté de communes. Je suis président aussi du SMEP. Je me paraîtrai là parce que j'épouse totalement les présentations que vous avez faites et qui sont assez brillantes. Vous avez le total soutien du président de la communauté de communes dans votre combat. Et je vous propose qu'on puisse se voir dès demain après-midi pour voir déjà toute la campagne de communication que nous pouvons mettre ensemble et la campagne auprès des autorités. Merci. Éolienne, j'y fais attention seulement depuis 2 semaines à peu près. Pour moi, les éoliennes, c'était que au bord des autoroutes, bref. Et du coup, depuis que je sais qu'il y a une réunion, j'ai fait des recherches et j'arrive pas à comprendre quelque chose. À qui bénéficient les éoliennes? Parce que j'ai regardé des reportages, voilà. EDF dit que même pour eux, c'est pas avantageux. Les riverains ne sont pas d'accord. La Cour des comptes. Voilà. Dans la plupart des éoliennes sur 6, il y a 2 sur 6 qui fonctionnent. Aujourd'hui, dans ce système, quand vous avez de l'argent, que vous êtes une grande entreprise et que vous soutenez un certain nombre de personnes, ben vous avez un certain nombre d'intérêts. Et l'un des intérêts, je pense récemment à Total, qui en ce moment rachète quelques promoteurs, quel est son intérêt? Il rachète des déficits. Oui, mais en même temps, il verdit son image. Ça lui permet d'avoir une meilleure cotation en bourse, de racheter à meilleur prix ses propres actions pour faire encore monter la cotation en bourse. Pour les promoteurs, c'est 40% de retour sur investissement. Vous avez vu une entreprise, certains sont dans le business, une entreprise qui rapporte 40% de votre investissement. Pourquoi Total achète son concurrent, qui est les énergies renouvelables? Mais c'est parce qu'il la tue. Il la tue. Total et les pétroliers et certains fonds de pension américains sont impliqués dans le monde des énergies renouvelables parce que c'est une manière de faire, d'abord c'est des actifs. Ils blanchissent l'image de marque. Ils blanchissent leur image de marque. Et on sur le plateau. J'avais des questions tout à l'heure, vous évoquiez le fait que souvent les exploitants des projets éoliens ne dépensent pas la partie béton pour pouvoir mettre l'éolienne en plan. Je voulais savoir quel était, je suis les réseaux sociaux sur ce type de problématique d'énergie, on lit les deux aspects, que c'est systématiquement démonté, d'autres que c'est systématiquement non démonté, donc je voulais savoir si vous aviez des... Très bien, oui, si je vais vous répondre là, très clairement. Démantèlement. Je vais vous répondre très clairement. Quand vous avez vu la densité du fer, vous vous rendez compte qu'à démonter, au marteau-piqueur, on va avoir du mal. Il faut des broyeuses, des trucs, des machins, des aimants, enfin... Ciment armé. Donc on est dans une technologie qui est extrêmement solide. La loi impose le démantèlement complet de l'éolienne et de son socle. Récemment. Et une remise à l'état initial. Ça, c'est la loi. Mais, il y a, sauf si, en même temps, sauf si le promoteur peut persuader le préfet que le coût, pas financier, le coût environnemental du démantèlement est supérieur aux bénéfices qu'on pourrait tirer de cette remise à l'état initial. Donc c'est un calcul. Dans ce calcul est une affaire du promoteur exploitant vers le préfet. Personne d'autre n'intervient dans cette affaire. Donc c'est le préfet qui décide. C'est pourquoi tous les promoteurs éoliens construisent leur socle avec une petite excroissance en agricole et 2 mètres en forêt. Et donc c'est pour ça que vous avez toujours un socle de 1 mètre ou de 2 mètres qui va ressortir
Parce que comme ça, le promoteur dit, bah, attendez, l'agriculteur, on va lui en mettre 1 mètre de terre et on va juste péter le petit bout qui dépasse. Voilà. Et donc, c'est au maire aussi, parce que les maires sont interrogés sur dans quel état vous voulez rétablir, etc. Et c'est au maire aussi de donner dans la réponse l'exigence il n'est pas question de laisser une patate ferraille, etc. sur un sol agricole. L'avantage, c'est qu'on a des sols agricoles qui, à l'origine, sont des sols plutôt bons. Un bail amphithéotique, c'est un droit de quasi-propriétaire sur la parcelle louée, et c'est au promoteur d'en assurer la sécurité. Et le jour où le promoteur fait faillite, cette responsabilité revient au propriétaire. Donc on est dans... pour l'instant, personne ne manifeste ce droit. Donc voilà. La réponse c'est le Code de l'environnement dit on doit tout enlever, mais il y a toujours un mais qui permet au promoteur d'échapper à ça. Merci, bonsoir à tous. Juste pour continuer sur le démontage des éoliennes, provisionner, en fait, demander aux propriétaires du terrain de provisionner sur un compte séquestre le montant justement estimé. C'est au promoteur. C'est l'exploitant. Le cultivateur. Oui, mais après vous avez dit que si l'exploitant se déclare en faillite. Ah, mais le propriétaire, si l'exploitant fait défaut, la consignation elle est là. Et le propriétaire, le jour où on l'astreint à démonter, il va déduire du prix du démontage, il va récupérer la consignation. Sauf qu'on sait que ça ne suffira pas. Donc ce qui restera, c'est que le gars il va dire je ne démonte pas, donc les enfants refuseront la parcelle, et la commune va rester avec un machin comme ça, en demandant à son sénateur un budget spécial pour arriver à démonter les requêtes qu'il a sur ses communes. Pour travailler sur la question éolienne, il faut que dans le village hôte, on conseille qu'il y ait une association. C'est très facile de monter une association locale. Une association locale. Parce qu'une association locale, elle a le droit d'accès, parce qu'elle est du village, elle a le droit d'accès au conseil municipal, elle a le droit d'accès à la salle des fêtes communales, elle a une légitimité dans tous les événements festifs du village, etc. Donc, et elle a un dialogue forcément avec les élus et les conseils. Donc nous, on conseille la création d'une association locale.